Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. 5 mai de l'année 2023, ESAE TV, le groupe ESAE est honoré d'abriter la séance hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, une séance d'échange avec la presse locale. Ce jour, je suis en compagnie de mes confrères des rédactions ci-après. J'ai avec moi Les Pharaons, Banuto, 24 heures au Bénin, Bénin Web TV, Discovery, Blogs S, DBS et Crystal News. Avec eux, ensemble, chers amis internautes, nous allons interroger le porte-parole du gouvernement sur les questions d'actualité également, les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres mercredi dernier. Bonjour à vous, monsieur Wilfried Ngambougoudji. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. C'est moi. Chers confrères, bonjour et merci de vous présenter. Ici, c'est Aubin à Kékérenou. Je suis journaliste à 24 heures au Bénin. Moi, c'est Célo Arthur, journaliste à Banuto. Bonjour Kader, moi c'est Alberto Madoché Kounou de First Afrique TV. Oui, bonjour Kader, bonjour tout le monde. Moi c'est Koshimo Mbadi de Bénin Web TV. Bonjour Kader, bonjour à tous. Moi c'est Samuel Gondor de Crystal News. De Crystal News. Moi c'est, comme vous le savez si bien, Abel Kader Chiro de ESAE TV. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, nous voici pour l'exercice du jour. Nous parlerons d'actualité. Nous sommes notamment très intéressés de savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement prend, notamment suite aux récents événements qu'ont connu le pays, notamment cette semaine, avec l'incendie de Tofor, mais également ce que l'on peut qualifier d'attaque terroriste qu'on a connu dans la partie septentrionale du pays. C'est des événements différents et ce n'est pas en termes de dispositions que l'on prend, à mon avis, qu'il faudrait lire ces actualités-là. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis et c'est ce que nous continuerons à faire pour garantir davantage de sécurité à nos concitoyens, mais aussi préserver l'intégrité du territoire national. Sur Tofor, vous avez pu comprendre que c'était un accident pyrotechnique, comme cela s'appelle, à savoir qu'il y a un lot de munitions devenues obsolètes et qui sont vouées à être détruites, lesquelles avaient été déménagées pour une grande partie du camp Guézo de Cotonou, pour Tofor, site à partir duquel la destruction est engagée. Et on a dit qu'il y a dans la manipulation de ce type d'engin, donc de munitions, beaucoup de précautions à prendre parce que vous devez imaginer par exemple que rien que la mouille peut faire que cela explose. C'est-à-dire que si c'est explosé et qu'il pleut là-dessus, ça peut exploser. Quelqu'un peut prendre un appel téléphonique à côté et cela va déclencher l'explosion. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement ce qui l'a déclenché. C'est pour ça que les responsables de nos forces armées ont engagé les procédures qui conviennent en une circonstance pareille afin que les causes de l'accident soient connues. Nous déplorons quelques citoyens atteints par les flammes, donc brûlés en partie. C'est douloureux.
pour nous, c'est douloureux pour leur famille et nous compatissons grandement à la douleur qui est la leur. Nous comprendrons les causes de cet accident et nous avons commencé, je ne dirais pas que nous veillerons, nous avons commencé à faire en sorte que de façon structurelle dans notre pays, les conditions soient créées pour que cela ne se reproduise plus. C'est ça qui a justifié par exemple en partie le déménagement du Kangezo de Cotonou vers la caserne militaire moderne d'Alada. Et si vous allez à la caserne militaire aujourd'hui, vous pouvez voir que les conditions de conservation de certaines armes sont si modernes que, et nous l'avons vu lorsque le chef de l'État y est allé récemment, je peux vous certifier qu'il y a des coffres-forts, par exemple, assortis de codes dans lesquels certaines armes sont parquées. La dynamique de modernisation concerne également le site de Tofor où il y avait l'École nationale de formation des officiers qui, dans le PAG, est prévu pour devenir une académie militaire de formation de nos officiers. Et cela est en cours. Et à Tofor en particulier, comme j'ai pu l'indiquer il y a quelques jours, les officiers en formation avaient été déplacés justement pour Kana. Ce qui veut dire que nous avions pris toutes les mesures qui conviennent pour que la destruction de ces munitions se fasse dans les conditions optimales et sans dégâts. Malheureusement, donc, l'accident, et j'ai dit, les causes possibles sont connues. On attendra de voir les rapports d'enquête pour savoir exactement ce qui a pu déclencher cette situation. Mais on peut se féliciter de ce que le sens d'anticipation du gouvernement, et notamment du président de la République, nous ait permis de déplacer déjà ces munitions de Cotonou. Imaginez que, et on touche du bois, ça n'arrivera plus demain. Mais si ça avait été le cas que cet accident survienne au Kangezo de Cotonou, vous êtes sûr qu'à quelques kilomètres à la ronde, la ville de Cotonou, en tout cas, cet environnement-là est vraiment atteint, avec ce que ça peut avoir comme dégâts aussi bien humains que matériels. Donc, on peut se réjouir de ce que l'anticipation nous ait permis d'éviter ça. De même qu'à Tofor, c'est cette anticipation qui a fait que les officiers en formation étaient déplacés. S'ils étaient sur les lieux, on en serait encore à parler d'un nouveau drame dans notre pays. Et je fais la transition pour parler du drame de Kéru, parce que c'en est un où nous avons perdu une quinzaine de nos concitoyens dans des conditions atroces. J'ai dit et je réitère que cela aurait pu être évité. D'après les rapports qui sont parvenus à l'autorité, cela aurait pu être évité. Cela aurait pu être évité parce que les populations à qui nous demandons de contribuer à la production de la sécurité ont fait ce qui est attendu d'elles lorsqu'elles ont eu des informations de ce qu'il y aurait mouvement de l'autre côté de la frontière vers ici, parce qu'actuellement, le Mékrou est pratiquement à sec, donc on traverse plus facilement. Et quand elles ont eu l'information, elles ont fait ce qu'il fallait, mais nous avons noté, en attendant les conclusions du rapport d'enquête, qu'il y a eu probablement un dysfonctionnement dans la chaîne qui devrait permettre que les forces de défense et de sécurité se déploient, se projettent même au besoin de l'autre côté pour anticiper et éviter que cela arrive. Malheureusement, c'est arrivé et nous tirerons toutes les conséquences qui en découlent, y compris celles qui nécessiteront des sanctions à l'endroit de personnes qui se seraient rendues coupables de négligence face à cette situation. Merci, monsieur le porte-parole. Moi, j'ai envie de vous demander que, en attendant les enquêtes, on a limogé un commissaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Après cela, moi, j'ai envie de vous demander si le gouvernement ne va pas prendre des mesures supplémentaires parce qu'on note une escalade dans la violence. Avant, les assaillants n'avaient pas l'habitude d'égorger les populations. Maintenant, on a commencé par voir ce phénomène-là. Est-ce que ça n'interpelle pas à prendre d'autres mesures? Si le commissaire a été relevé de ses fonctions, cela indique que très certainement, il y a une part de responsabilité qui lui est imputée dans l'inaction anticipative qui a été observée de la part des responsables préposés à la sécurité dans la localité. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.
En ce qui concerne l'escalade de la violence, comme vous dites, oui, le mode opératoire, c'est quoi? Les délinquants, les criminels qui essayent de venir ici et qui n'y arrivent pas, parce qu'il y a une réponse militaire sur place, en désespoir de cause, adoptent pour stratégie d'effrayer les populations, de commettre des actes de ce niveau de barbarie pour faire penser aux populations que si elles ne coopèrent pas avec eux, ben, elles pourraient subir le même sort parce que, encore une fois, nous sommes en situation d'asymétrie. Hein. Vous imaginez bien que si ces personnes disaient formellement aux forces de défense et de sécurité, nous viendrons à telle heure demain frapper, elles n'ont aucune chance de réussir. Elles peuvent guetter. Est-ce qu'il y a un moment où la vigilance baisse? Est-ce qu'il y a un moment où les forces sont plutôt tournées vers telle direction parce que plus préoccupées là-bas qu'ici pour venir commettre ces forfaits? Mais la barbarie de l'acte est telle que je peux vous certifier que cela ne restera pas impuni. Déjà que dans notre stratégie, nous avons convenu et obtenu des autorités burkinabè et de la sous-région avec les autres pays qu'au sein de l'initiative d'Accra, il soit possible que des armées se déportent en territoire étranger, là où la menace est manifeste, pour aller nettoyer les écuries d'Augias là-bas. Et donc nous avons commencé à implémenter cela. Le président de la République s'est rendu récemment au Burkina, vous l'aviez vu. Et nous avons projeté aussi le recrutement de 5000 personnels des forces de sécurité au moins, sur 2023 et 2024. Tout ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif qui va nous permettre de projeter les forces parfois en territoire ennemi pour débusquer les criminels où qu'ils se cachent. De sorte que, encore une fois, je peux vous dire que cela ne restera pas impuni, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Mais ces criminels, ils seront retrouvés par les forces armées béninoises, les forces de défense et de sécurité, et le sort qu'ils méritent leur sera réservé. Je voudrais rebondir sur la même question en vous demandant si est-ce que cette stratégie aujourd'hui marche? Parce que si je prends par exemple le Nigeria qui fait face au Boko Haram depuis des années, l'État du Nigeria a décidé d'affronter ces voyous, si je peux les qualifier ainsi. Est-ce que si nous adoptons une autre approche, est-ce que cela ne serait pas mieux? Surtout si on sait que le Bénin en termes d'innovation peut innover dans plusieurs domaines. Si à ce niveau on peut laisser l'approche que les autres utilisent, parce que l'approche aujourd'hui ça ne marche pas, parce que les populations ont tué les populations et puis les populations ne se sentent plus en sécurité. Est-ce que le gouvernement ne peut pas penser à une autre approche aujourd'hui? Quand vous observez un événement de cette nature, vous ne savez pas combien ont été évités avant. Si vous saviez le nombre, vous ne diriez pas que la stratégie ne marche pas. Depuis un an et demi, nous en avons peut-être connu une quinzaine, une vingtaine, mais peut-être que nous aurions pu en connaître 200 ou 300. Précisément parce que la stratégie marche et que nous sommes beaucoup dans l'anticipation. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que dans ce cas-là, il y a des sanctions. Il est déjà arrivé des cas où on n'a pas décidé de sanctionner parce que manifestement, cela ne dépendait pas d'eux. Mais ici, on dit qu'il y avait moyen d'anticiper, d'éviter ça. Parce que le mécanisme marche pour que l'information circule. Et si on a eu les moyens d'éviter et qu'on ne l'a pas fait, il faut que l'on explique pourquoi on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il y aura des sanctions. C'est pour ça que les sanctions ont commencé à tomber. Oui. Toujours sur la même question, je vais d'abord à Tofor. Alors, dans le communiqué de l'armée, on a constaté que les dégâts ont été ont fait beaucoup plus cas du camp et des militaires, mais la population civile environnante, est-ce qu'on a une idée sur les éventuels dégâts qu'elle a subis? Et je reviens également sur la lutte contre le terrorisme. En termes d'armement, d'équipement, on a eu des annonces. On a vu le président français qui a exprimé la disponibilité de son pays à accompagner le Bénin dans ce sens. On en est où en termes d'équipement? Parce qu'on va peut-être recruter 5000 personnes, mais s'ils n'ont pas l'équipement, je crois qu'ils ne pourront pas faire le travail. Je commence par la dernière préoccupation. Pour vous rassurer de ce que je ne vous dirai pas, et M. Ngwadji, les équipements que nous avons, mais soyez rassurés que nous en avons. Et depuis le passage du président Macron ici, nous avons eu des acquisitions
par nous-mêmes, comme nous avons eu aussi des dons, que ce soit de la France ou de la Chine, ou d'autres encore, nous avons des équipements. Et nous avons des équipements de plus en plus adaptés à la situation. Je peux vous rassurer à cet effet. Par rapport à Tofor, le communiqué de l'armée ne mentionne pas, comme vous dites, la population civile en termes de dégâts parce qu'ils n'en ont pas enregistré en ce moment-là de façon directe. Il y a sans doute eu, du fait de l'explosion, des cendres ici et là, mais est-ce que des citoyens ont été touchés dans leur personne directement? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas cette information et je suis convaincu que si ça avait été le cas, l'armée l'aurait mentionné. Et vous avez vu d'ailleurs que le communiqué de l'armée finissait par des conseils à l'endroit de la population pour éviter que nous ayons des dégâts alors qu'à la survenue des explosions, il n'y en avait pas eu. On a vu des images, on a vu des maisons détruites, des toitures détruites. Il y aurait même eu une vieille dame qui serait même décédée. On a vu des éléments qui sont passés dans ce sens. Si des maisons ont pu être atteintes, cela forcément entre au compte du bilan de cette explosion. Quant au décès, franchement, je ne sais pas. Mais par contre, en droit, je sais que quand quelqu'un décède, il faut faire un certificat de décès et selon les circonstances, il faut faire une autopsie pour savoir quelles sont les causes directes du décès. On peut mourir dans le voisinage du temps où se produit un accident sans que l'accident soit la cause de la mort. Je ne tire aucune conclusion. Mais si les populations estiment que c'est du fait de cette explosion, je pense qu'il y a lieu de solliciter une expertise afin que le médecin légiste identifie les causes probables du décès de cette vieille personne, dont, si le décès est effectivement survenu, nous pouvons que saluer sa mémoire et nous incliner. Oui. Moi, par rapport au drame de Kéro, toujours, tout à l'heure, vous avez décrit le mode opératoire de ces individus mal intentionnés. Moi, je vous demande, est-ce qu'il y a de façon spécifique des actions qui sont menées auprès des populations pour quand même leur rassurer et leur dire de ne pas céder à la panique? Si oui, quelles sont ces actions? Mais depuis que c'est arrivé, vous imaginez bien que les services compétents de l'État, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la préfecture, que ce soit même les autorités communales, vous imaginez bien que toutes ces personnes ont dû se mettre en branle pour faire ce qui doit être fait. Il n'empêche que certaines personnes peuvent céder à la panique en voyant ça, et en se demandant est-ce que ça pourrait revenir. C'est légitime et ça peut se comprendre. Mais nous ferons tout, encore une fois, pour assurer nos concitoyens de ce que notre pays il est sécure, malgré les tentatives de ces délinquants de venir troubler notre quiétude. Nous avons une réponse adaptée à la hauteur de l'enjeu et cela fait ses preuves depuis que nous avons commencé à connaître ces manifestations. Et donc, si je dois dire un mot ici, c'est de dire à nos concitoyens que la situation est sous contrôle et qu'elles n'ont pas à céder à la panique, elles n'ont pas à céder le terrain aux délinquants. De toutes les façons, ils ne parviendront pas à venir s'installer chez nous. Monsieur le porte-parole du gouvernement, on a l'impression, quand on lit un peu l'actualité politique, quand on lit un peu ce que vous déployez comme énergie pour lutter contre ces délinquants, que vous avez oublié la stratégie que proposent les partis de l'opposition, comme les démocrates, les FCBE et autres. Que faites-vous de leurs propositions, puisqu'ils sont également des Béninois et que la sécurité, c'est une question de tout le monde? Que faites-vous de ces propositions? Que disent leurs propositions? Ils demandent une assise nationale, pour exemple, pour discuter de cette question de sécurité nationale. En assise nationale? Oui. On a pris acte. Si vous êtes convaincu que les assises nationales permettront de régler le problème, on a pris acte, on va y réfléchir. Il parle également de la libération des détenus politiques. Quel est le lien avec ça? Ce sont les détenus ou les détenus que vous qualifiez de politiques, qui, dans notre compréhension, n'en sont pas. Est-ce que ce sont ces personnes ou leurs proches qui organisent les attaques contre nos populations? C'est ce que vous voulez dire? Justement, les faits qui les ont amenés là-bas. Non, c'est ce que vous voulez dire ou c'est ce que l'opposition dit? Parce que moi, je veux bien comprendre pour bien vous répondre. Est-ce que l'opposition dit que ces actes que nous déplorons sont de son fait
ou du fait de proches de personnes en prison pour diverses raisons? Du tout pas. Bon, d'accord. Ne soupçonnez-vous pas que ces attaques-là défendent une cause politique par hasard? Moi, je n'ai pas à avoir de soupçons. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de soupçonner qui que ce soit, non. Par contre, s'il y a des faits, la justice va s'en saisir et les traiter comme cela conviendrait. Alors qu'attend le pays, le Bénin, pour faire appel ou faire recours à une coopération militaire? Parce qu'on n'en a pas encore besoin, dans le sens où vous l'entendez. Nous avons de la coopération militaire avec les États-Unis, avec la Belgique, avec la France, avec la Chine, avec le Rwanda, avec le Niger, avec d'autres. Mais j'entends votre préoccupation. Coopération militaire dans le sens de déployer chez nous des forces armées étrangères. Tout à fait. Ben, nous n'en sommes pas là et nous travaillons à ce que ce besoin ne se ressente pas chez nous. Vous créez ce besoin? Il n'y a rien à craindre. C'est une question de souveraineté. Nous faisons tout ce que nous avons à faire pour ça. C'est pour ça que nous mettons autant de moyens, aussi bien pour l'équipement, pour le recrutement et pour la formation de nos hommes. Et nous parions que nous allons y réussir. Dans tous les cas, ça n'est pas notre vœu que nous soyons en situation de devoir faire appel à de l'aide extérieure au point que les étrangers viennent se déployer pour nous aider à mener cette lutte-là. Je voudrais rebondir sur la question de mon confrère tout à l'heure qui parle de la déclaration des partis d'opposition, notamment la déclaration du parti Les Démocrates. Je vais vous lire rapidement la chute de leur déclaration qui disent « Surtout en espérant qu'il saura poser les actes courageux qui nous réconcilierait avec nous-mêmes et qui calmerait nos brèches. » Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase? Je ne sais pas ce que vous comprenez par là. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Parce que c'est ce que vous avez compris. C'est ce que vous aurez compris qui va justifier la question que vous me poserez. Réconcilier avec nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous ne sommes pas un pays unique et uni? C'est quoi réconcilier avec nous-mêmes? Pour ces derniers, selon eux, c'est qu'il y a des fractions, il y a des blessures aujourd'hui qu'il faut s'asseoir et discuter de ça, se regarder en face et se dire certaines vérités. Peut-être que la solution aussi passe par là. Pour ce que je sais, le gouvernement fait ce qu'il a à faire dans la gestion de notre pays. Et il faut que les autres composantes aussi fassent ce qu'elles ont à faire. Regardez sur une question comme celle qui a été annoncée en Conseil des ministres, les assises nationales, sur la croissance démographique et le développement du Bénin. Est-ce qu'on n'a pas dit là, par exemple, que parce qu'il s'agit d'assises nationales, nous ferions appel à toutes les composantes de la société, la classe politique dans sa diversité, les jeunes, la société civile, les universitaires, les femmes, les leaders religieux, les chefs traditionnels, même la diaspora béninoise, et que les débats se feraient aussi bien en français qu'en langue nationale. Voilà un sujet qui mérite que l'on s'asseye, et nous l'avons décidé, sans que personne nous le demande. Les motivations de cette assise-là? Non, justement, pour cette assise, d'autres croient bien que vous mettez la charrue avant les bœufs parce qu'à l'Assemblée, il a été voté une loi sur la reproduction sexuelle et la santé, sur la reproduction et la santé sexuelle qui déjà donne l'outil aux Béninois eux-mêmes de réguler la naissance. Pourquoi aujourd'hui une assise pour définir notre politique? Or, il y a une loi qu'on peut utiliser. Ah bon? Et c'est ça qui vous fait dire que nous mettons la charrue avant les bœufs? C'est l'impression qu'on a. Ce n'est pas une impression. Elle n'est pas justifiée du tout. Pas du tout. Et puis, c'est deux choses différentes. La loi dont vous parlez, qui favorise désormais chez nous, et sous condition d'encadrement, les interruptions volontaires de grossesse, ça n'est pas la même chose que ce que nous allons faire sur la croissance démographique. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le sens de la loi, vous êtes avec votre petite amie ou votre femme, vous avez décidé que vous auriez 2 enfants, vous les avez eus, et puis survient une grossesse pour une raison ou une autre après, malgré peut-être des précautions que vous aurez prises, et vous discutez, vous vous dites, en raison des moyens dont nous disposons, nous ne pensons pas qu'il soit opportun, objectif pour nous maintenant d'en avoir un autre. Nous allons voir un agent ou une structure habilitée qui dispose de l'agrément qu'il faut pour interrompre cette grossesse. Cette loi permet de le faire. Quand nous parlons de croissance démographique ici, en lien avec le développement, nous voulons voir quelle est la dynamique optimale qu'il faut observer pour la progression
de la démographie au Bénin pour que cela ne rompe pas l'équilibre entre population et développement. Et je vais illustrer. L'État fonctionne sur la base de statistiques et nous en avons de plus en plus fiables. Si nous sommes aujourd'hui 2023, nous devons savoir, en maîtrisant la dynamique de population, en 2030, en 2050, combien de centres de santé il nous faut dans telle localité, combien d'écoles il nous faut dans telle autre localité. Mais si on n'a aucune maîtrise de la dynamique de population, nous n'aurons pas non plus de prise sur ces questions-là. Et nous risquons, malgré nos efforts, malgré la volonté du gouvernement actuel et de ceux de demain, nous risquons de travailler et de ne pas ressentir conséquemment les effets de notre travail. Et on peut être encore plus illustratif. On a indiqué dans le compte rendu qu'en 1979, nous étions 3 300 000 au Bénin. 3 300 000. 40 ans après, nous sommes à peu près 12 millions. Sans doute que le prochain RGPH nous le dira. À peu près 12 millions. Et on vous a donné l'exemple de deux pays qui étaient au même niveau de population que nous. Ce qui veut dire que nous, notre population s'est accrue de 176%. Donc on a fait plus que doubler. Hein. Dans le même temps, les autres pays ont fait 43, 46, 37 et 43% de croissance sur la même durée. Je peux vous donner l'exemple d'un pays africain. Je ne vais pas le nommer. Afrique de l'Est, qui, il y a 40 ans, était au même niveau que la Hongrie. Aujourd'hui, la Hongrie compte moins de 10 millions de personnes, de mémoire. Ce pays compte plus de 40 millions. Vous ne maîtrisez pas les statistiques, vous ne maîtrisez pas la démographie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous avons une commune au Bénin, que je ne nomme pas non plus, où on a tellement procréé qu'en un an, rien que les naissances dans cette commune génèrent un besoin de 400 salles de classe dans 5 ans, quand ces enfants vont commencer l'école. Si vous laissez faire comme ça, et que chacun fait le nombre d'enfants qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut, il y a des risques majeurs que les réponses que l'État apporte montrent toujours des limites et nous aurons des insatisfactions. Prenez nos exemples à titre individuel. Combien parmi nous, sortis de familles plus ou moins nombreuses, n'ont pas souhaité à un moment donné que leur famille fût moins grande pour que les parents disposassent, c'est comme ça que vous dites, non, vous qui parlez bien français, de moyens pour satisfaire les attentes de tous les enfants. Si on est 4-5, alors que objectivement, les revenus des parents permettaient de prendre en charge de façon optimale d'eux, pour leur éducation, pour leur nourriture, pour leur santé, et qu'on est 4, 5, 6, 7, chacun va forcément en avoir moins et ses besoins seront insuffisamment couverts. Cela vaut à la dimension individuelle comme ça vaut pour le niveau national. Sinon, vous pouvez faire les centres de santé, vous pouvez faire les hôpitaux, vous pouvez faire les routes, vous pouvez apporter l'eau potable à tout le monde, vous pouvez apporter l'électricité à échéance prévue. Tout ce qui aura été fait sera en deçà de ce qu'il faut pour couvrir conséquemment les attentes de tout le monde. C'est pour ça qu'on veut faire ces assises-là. Donc, vous voyez que c'est deux choses différentes. Et à l'occasion de ces assises, justement, nationales, que le débat se fasse sans tabou, que tout le monde s'exprime et qu'à la fin, comme dans une conférence nationale, que nous puissions dire, ce n'est pas l'adhésion du gouvernement, c'est l'adhésion du peuple béninois de dire, voilà où nous voulons aller dans notre pays désormais. Est-ce que ce ne serait pas bien que chacun fasse, ou chaque famille, qu'on ait 5 enfants, ou qu'on ait 2 enfants, ou qu'on ait 3 enfants, à quelles conditions, pour que les efforts que nous faisons tous ensemble rejaillissent positivement dans nos vies. Parce que si on fait les efforts, si on souffre, c'est pour en profiter. Mais si on souffre tout le temps et qu'on n'a pas le résultat, ça s'assimile au travail décisif. On n'en sort jamais, on n'en finit jamais. Et pourtant, on fait des efforts. Voilà la nuance. Est-ce que selon le gouvernement, la démographie constitue un frein au développement? Non, le gouvernement n'a jamais dit ça. Par contre, une démographie conséquente, une démographie maîtrisée peut être un atout pour le développement. Il y a deux théories souvent qui s'affrontent dans cette affaire-là. Ceux qui considèrent que
plus une population est grande, mieux ça vaut parce que ce serait une richesse. Donc, comme ceux qui pensent que famille nombreuse, beaucoup d'enfants, c'est une richesse. Et il y a ceux qui considèrent qu'il faut réguler. L'État, au lieu de laisser le soin aux individus de réguler, devrait aider à réguler. Mais je connais des pays africains qui ont des populations très importantes et où le gros lot vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça vient contrebalancer ceux qui pensent que pour leur théorie, il faut qu'il y en ait suffisamment parce que ce serait une force. De la même façon, il y a plein de pays où les populations sont maîtrisées et où les gens ont un niveau de vie très intéressant que nous envions. Maintenant, encore une fois, au niveau individuel. Lorsqu'il y a 50 ans, 60 ans, nos grands-parents disaient que bon, l'enfant c'est une richesse. Et beaucoup le disaient parce qu'ils allaient au champ et qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et comme ils ne peuvent pas avoir des esclaves ou des ouvriers qu'ils vont payer, ils considèrent que plus ils en ont, mieux ça vaut parce que ces enfants-là allaient les aider au champ. Est-ce que les réalités d'il y a 60 ans, 70 ans sont celles d'aujourd'hui? Franchement, est-ce que c'est les mêmes réalités? Pour que l'on continue à penser que plus on en fait, mieux ça vaut parce que ce serait une richesse. Quand on en fait, de mon point de vue, il faut disposer des moyens nécessaires pour leur prise en charge optimale. Et si les moyens permettent d'en faire un, il faut faire un et bien s'en occuper. Si vous avez la possibilité d'en faire deux, vous faites deux, vous vous en occupez bien. Si vous voulez faire 10, parce que vous en avez les moyens et que vous pouvez supporter, vous faites 10, mais que vraiment... Donc si on n'a pas les moyens, on n'en fait pas. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes un homme, non? Je suppose que vous êtes un père de famille. Sur la même question, on va faire un peu plus direct. Est-ce que le gouvernement a déjà dans son sac un projet de loi avec des mesures drastiques pour sur la démographie, sur la croissance démographique? Non, je vous certifie, nous on lance la réflexion avec l'ensemble des forces vives de notre pays. Que tout le monde vienne s'asseoir et qu'on discute. Le gouvernement dit voilà mes analyses et voilà les chiffres. Et vous avez déjà vu une esquisse dans le compte rendu du Conseil des ministres. C'est notre devoir aussi en tant que gouvernant de prévoir demain. Parce que regardez, si demain on fait ces assises qu'une réforme d'envergure se fait, le bénéficiaire, ce n'est pas Patrice Talon, c'est le peuple béninois. Le président Talon, il finit dans 3 ans. Même si la réforme là venait aujourd'hui, dans 3 ans, on n'a pas les effets. Hein. On n'a pas les effets. Les effets vont commencer à se ressentir dans 10, 15, 20 ans. Mais on se souviendra qu'il a fallu à un moment donné prendre une décision majeure pour le pays. Donc le bénéficiaire premier, ce n'est pas le président Patrice Talon. Ça ne comptera même pas beaucoup dans son bilan. Mais le pays dans son ensemble va en bénéficier. Oui. Ok, monsieur le porte-parole, à vous entendre, on a l'impression qu'une population nombreuse est un obstacle au développement. Personne ne dit ça. Oui, Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Si vous avez une population nombreuse et que vous avez les moyens qu'il faut pour que tout le monde chez vous se sente bien, chiche. Mais si vous avez une population nombreuse et qu'à côté les moyens sont limités, vous vivez dans la pauvreté, voire la misère. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des miséreux au Bénin. Nous voulons qu'il y ait de moins en moins de pauvres au Bénin et que tout le monde vive dans les conditions souhaitables de bien-être individuel et collectif. Donc, il y a des pays que vous connaissez qui ont une très forte population et où le niveau de vie est généralement acceptable. Comme vous en connaissez plein d'autres, qu'une population moindre ou parfois forte, mais où la pauvreté est ambiante, je dirais même endémique. Voilà. Nous regardons ça et nous analysons. Maintenant, projeter sur les 54 pays africains et regardez la réalité en face. Quelle est notre situation généralement en Afrique? On est fécond. On est fécond. On est fécond. Oui. Pour quelles conditions de vie? Pour quelles conditions de vie? Nous sommes féconds, mais pour quelles conditions de vie? Qu'est-ce que nous offrons à nos enfants? Quel est l'avenir qu'on leur prépare dans ces conditions? Le risque donc, nous lançons une réflexion pour que individuellement et collectivement, nous puissions tous y participer et qu'à l'arrivée, nous retenions une ligne directrice concernant la croissance démographique au Bénin pour les années d'après. Est-ce que le climat est favorable? Le climat à cette assise, quand on sait que tous les acteurs sont acquis
ou ont peur d'être contre le courant du gouvernement. Est-ce que, Ah bon? visiblement, Vous, de la presse, là, vous avez peur d'être contre le gouvernement? On vous a déjà interdit, vous, d'être contre le gouvernement, si c'est votre option? justement, il y a quelques têtes qui résistent, mais pas tout le monde. Vous particulièrement, vous résistez? Si, on dit ça. Vous résistez? Et quelqu'un vous a attaqué? Ah ben, on nous fait de la misère parfois. C'est-à-dire, la misère qu'on vous fait, expliquez-la moi. Qu'est-ce qu'on vous fait comme misère? Parce que vous êtes béninois, vous avez le droit d'avoir votre opinion, qui soit différente de celle du gouvernement. Quelle est la misère qu'on vous fait? Tout exemple banal, hein, où on vous empêche par exemple d'interviewer des personnalités. C'est qui? Les proches collaborateurs d'un décès par exemple refusent. Pas plus tard qu'hier, on a voulu enregistrer une sage-femme. Elle a dit non, l'autorité a refusé que je me prononce. Et vous pensez que c'est parce que vous seriez critique quand vous refusez ça? Moi, j'ai été journaliste 20 ans. On n'a pas toujours réussi à interroger tout ce qu'on veut, non? Même aujourd'hui encore, moi-même, de ma position, je demande à des cadres, parler, ils disent j'attends que mon supérieur immédiat me donne l'autorisation. Ça, c'est l'administration, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Mais vraiment rien. Moi, j'aime pas que, quand on se retrouve entre nous, on fasse les débats de bas étage ou qu'on fasse des polémiques sur ce qui ne mérite pas de le faire. Il faut que nous travaillions ensemble à élever notre niveau collectivement. Les a priori, la paranoïa, ça ne sert à rien. Personne ne vous empêche d'exprimer votre opinion, de dire si vous désapprouvez notre politique. C'est votre droit. On est des humains. Mais on est de bonne foi. Et les Béninois, heureusement, le constatent de plus en plus. Est-ce que depuis 7 ans, le pays ne bouge pas? Rien n'a changé. Ça dit que ceux qui sont là, ils sont radicalement mauvais. Ils sont méchants. C'est ça? Et quand on vous dit qu'à ces assises-là, l'opposition, la société civile, l'opposition aussi a peur de venir dire ce qu'elle pense parce qu'on la brime, c'est ça? L'opposition qui est au Parlement, là, ce n'est pas l'opposition que vous avez voulu avoir au Parlement. Ce n'est pas l'opposition qui représente le Bénin au Parlement comme les autres députés. Ce n'est pas ça. Et vous dites que les gens ont peur de ci ou ça. Non, entre nous. Entre nous. Maintenant, vous posez une question sérieuse et je vous réponds. Oui, vous avez affirmé sur le plateau de la télévision nationale, suite à une question d'un téléspectateur, que le taux de chômage au Bénin n'excède pas les 3%. Le citoyen lambda, il y a des gens qui ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer réellement ce que vous voulez dire par là? D'accord. Déjà, il faut contextualiser. Le citoyen qui est intervenu, parce que c'était une émission interactive, a dit qu'en Finlande, ils ont 4% de taux de chômage et que les prisons sont vides. Parce que ce citoyen ne comprenait pas pourquoi les cybercriminels devraient être en prison. Et il trouve qu'ici, on a un taux de chômage élevé. Et j'ai dit non, attention. Et je parle de contexte. En comparaison pure, c'est lui qui a tort. Parce qu'au Bénin, nous avons un taux de chômage de moins de 3%. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La première fois que ça a été fait, c'est 2013-2014 et les chiffres sont sortis, on était étonnés. Ça a été refait il y a moins d'1 an par les structures compétentes, associant même les organisations internationales compétentes. Nous avons un taux de chômage qui tourne autour de 3%, mais nous avons un fort taux de sous-emploi. Le sous-emploi suppose que quelqu'un qui a la maîtrise, par exemple, travaille et est payé pour niveau bac ou BEPC. Mais ça s'explique malheureusement par le fait que notre système éducatif a beaucoup formé des généralistes, de sorte qu'il n'y a pas de profils pointus pour occuper certaines fonctions. Et je peux illustrer. Le président de la République a lancé l'initiative du PSIE, le programme d'insertion dans l'emploi, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, pour positionner chaque année 2000 jeunes gens dans les entreprises publiques ou privées, mais privées surtout, afin qu'ils se fassent de l'expérience et qu'au sortir de là, ils puissent se lancer à leur propre compte ou qu'ils aient bonifié leur profil pour être recrutés par d'autres. Depuis 4 ans, il n'est pas arrivé encore une année où nous avons satisfait les 2000 postes. Parfois, il y a des demandes qui ne trouvent pas preneur. C'est sérieux. Parfois, il y a des demandes que les entreprises privées font, mais il n'y a pas preneur. Et vous avez vu souvent des témoignages de gens qui ont été recrutés grâce à ce programme. C'est ça notre problématique. Et c'est ça qui fait que le président de la République a engagé son gouvernement
dans le sens de la promotion de l'enseignement professionnel et technique désormais, et que nous sommes en train de construire des lycées techniques agricoles, mais aussi des écoles de métiers, afin que d'ici une dizaine d'années, nous ayons réussi à inverser totalement les paradigmes de la formation chez nous pour faire plus de place à l'enseignement professionnel et technique et moins de place à l'enseignement général. Mais quand vous interrogez parfois ces jeunes-là, ils disent qu'ils n'ont pas connaissance de ces offres-là que proposent ces programmes-là. Mais vous êtes des journalistes, vous leur dites où ils peuvent trouver parce que chacun sait combien ça circule. Le PSU dont je parle, il n'y a presque pas de jour où ces spots ne passent sur les télés de la place. Pour les artisans, par exemple, vous allez à la NPE, aujourd'hui vous voyez plein de panneaux dans la ville, Azoli. Les artisans, c'est niveau BEPC maximum. Donc que vous ayez CPE ou même pas, que vous ayez BEPC maximum et que vous ayez jusqu'à 35 ans, je crois de mémoire, il y a à peu près 40 000 jeunes béninois qui sont impactés par ce projet dit prodige. Moitié hommes, moitié femmes. On les accompagne, renforcement de capacité et on donne même des subventions jusqu'à 200 000 francs pour que le coiffeur ou la coiffeuse puisse s'installer au quartier. Et ce programme a été implémenté dans tous les arrondissements du pays. Les gens sont allés s'inscrire. Les communiqués sont passés à la radio, sur les réseaux sociaux. Je demanderai à nos jeunes frères d'être plus attentifs aux informations. C'est vrai que chacun a ses centres d'intérêt. Ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans les jeux vidéo, ceux qui sont à la recherche d'autres types d'informations. Mais les télévisions de notre pays, les radios dans tout le pays et même les réseaux sociaux, l'information officielle circule pour que chacun l'ait. Même si vous n'allez pas dans les groupes, ça peut venir à vous. Donc prêtez un peu plus attention à ces offres-là. Et puis aujourd'hui, en plus, vous savez que les concours de recrutement que ce gouvernement organise, nous faisons en sorte que justice soit faite aux plus méritants. Jusqu'avant 2016, chacun sait très bien qu'il ne suffisait pas d'être brillant pour réussir au concours. Les gens qui pensent qu'on les empêche aujourd'hui d'être contre l'action du gouvernement, là, il ne suffisait pas d'être brillant pour réussir au concours avant 2016. Vous le savez bien. Mais aujourd'hui, on donne la chance à tous les Béninois, quelles que soient leurs conditions de vie, quelle que soit leur origine. Vous allez au concours, vous êtes parmi les meilleurs, vous réussissez. Hier, ce n'était pas possible. Et nous avons corrigé ça. C'est de la justice sociale, c'est du développement. Alors, nous sommes le 5 mai. Le 3 mai dernier, c'était la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Tout à l'heure, vous avez rappelé à tous ceux qui nous suivent et à nous ici que vous avez 20 ans d'exercice du métier de journaliste. Votre parcours professionnel ne laisse plus... C'est une palissade dans le pays. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous dépouille de votre touche de porte-parole du gouvernement, quelle est votre opinion sur la presse béninoise? Je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile de me dépouiller de cette toge, comme vous dites. Après, en tant que porte-parole du gouvernement, je suis consommateur de la presse. Et je pense que nous avons encore des paliers à franchir. C'est pour ça que le gouvernement a prescrit à la presse, à travers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de lui soumettre un projet de réforme ambitieuse pour le secteur, qui fasse que les professionnels des médias vivent de leur métier et vivent bien dans notre pays, parce que si nous améliorons les conditions de vie pour tout le monde, cela doit également concerner la presse, et c'est pour ça que nous attendons le président de la République en premier, puisque c'est lui qui a prescrit à la HAC. Il attend vraiment avec impatience les conclusions de vos travaux, de vos réflexions, pour indiquer au gouvernement les axes de réforme que vous souhaitez, et puis à partir de ce moment-là, lui, il va voir avec son gouvernement quels sont les axes qui sont en rapport avec les ambitions aujourd'hui générales pour le pays, les ressources que l'on peut mettre aussi à la disposition de la presse en veillant à leur bonne utilisation. Mais vous qui êtes de part et d'autre, aujourd'hui, quelles sont vos espérances? Je ne suis pas de part et d'autre. Vous avez été de la presse, aujourd'hui vous êtes... Aujourd'hui, je suis en réserve de la presse. Demain, je pourrais y être encore, mais aujourd'hui, je suis en réserve. Donc je ne pourrais pas parler avec beaucoup d'autorité de ce qui se passe dans la presse. Je suis un consommateur, je suis un observateur. Vous êtes fier de la presse béninoise aujourd'hui? Ce n'est pas en termes de fierté qu'il faut voir ça. Et je vous ai dit que de ma position, d'ailleurs, hier aussi déjà, en étant de cette famille, j'avais toujours appelé à des réformes ambitieuses, des réformes majeures pour la corporation. Donc je suis totalement à l'aise aujourd'hui lorsque le président de la République prescrit
à la HAC de conduire ce chantier pour soumettre un rapport conséquent au gouvernement. C'est ce que nous attendons. Donc, je n'ai pas, en dehors de ça, je n'ai pas de jugement à porter sur la presse. Que gagne ou que dit le gouvernement par rapport à ce que le Bénin a gagné, 9 points dans le classement de Reporters sans frontières? C'est quand même, ça paraît bizarre qu'on gagne 9 points. Pourquoi? On a dégrégolé sur 5 années et du coup on gagne 9 points. Beaucoup de Béninois se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a corrompu Reporters sans frontières, c'est ça? On ne le dit pas, mais... Oui, c'est ça, votre sous-entendu? Non, on ne le dit pas. Bon, c'est quoi votre préoccupation? Quelle est l'impression du gouvernement par rapport à ce... Bon, je n'ai pas encore compris votre préoccupation. Vous dites, on a perdu, on a dégringolé sur 5 années. D'accord. Maintenant, on fait un rebond. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Rien ne gêne, mais on demande... Si rien ne vous gêne là-dedans, donc nous prenons acte, comme nous avons chaque fois pris acte lorsque vous avez indiqué que nous avions régressé. Vous indiquez aujourd'hui que nous sommes dans le sens du progrès, nous prenons acte et nous souhaitons que cela s'amplifie. Oui, Conseil des ministres, les travaux de construction de l'échangeur de Védocor, le gouvernement a annoncé la libération des emprises, l'expropriation de ceux qui sont touchés. Alors, est-ce qu'il y a déjà un travail préalable? C'est vrai que généralement, pour ces genres de situations, les gens sont quand même informés, mais on sait que lorsqu'il est l'heure de partir, c'est souvent des polémiques. Alors aujourd'hui, ceux qui sont touchés par ces travaux-là, au niveau de la zone concernée, est-ce que les gens sont informés? Est-ce que les gens savent que d'ici 1 an, ils doivent pouvoir plier bagage? Ils sont forcément informés. Il y a des enquêtes dédiées pour ces genres de travaux. Ces enquêtes ont eu lieu. C'est ça qui détermine d'ailleurs l'emprise qui doit être considérée pour la libération des infrastructures, que ce soit d'électricité, d'eau ou de numérique. Donc les gens savent et les procédures vont se poursuivre. Et là-dessus, il faut savoir que la partie japonaise est prête. Là maintenant, c'est nous qui sommes attendus. Et c'est pour ça que le gouvernement a prescrit à la CIRAT de faire les diligences avec les autres sociétés pour que, effectivement, d'ici la fin de l'année, on ait fini avec ça et que en janvier, février 2024 au plus, les travaux puissent commencer. Est-ce qu'on a des assurances que ce n'est pas un effet d'annonce comme on l'a eu par rapport aux travaux du contournement qu'on nous a annoncé? Voilà. Est-ce qu'on a des assurances que l'échangeur de Védocor ne connaîtra pas le même sort? Je viens de vous dire que la partie japonaise est prête. Nous allons faire l'échangeur avec les Japonais. La partie japonaise est prête. Les diligences qui nous incombent, là, c'est surtout libérer les emprises. Et nous avons commencé. Maintenant, le contournement nord n'est pas un effet d'annonce. Ce n'est pas un effet d'annonce. C'est au PAG, n'est-ce pas? Et le PAG... La date de livraison qui avait été annoncée est dépassée, je pense. Non, et sur le premier... Vous remontez au premier quinquennat, c'est ça? Non, mais vous avez vu que le contournement nord est inscrit au PAG 21-26. Nous sommes encore à plus de 3 ans de la fin du second quinquennat. Donc on peut toujours espérer. Tant que le quinquennat n'est pas fini, il faut considérer que c'est à l'ordre du jour. Le contournement nord reste à la date d'aujourd'hui. Vous parlez de la corniche ou du contournement nord? Nord-ouest, le sujet dont il a... Voilà. Oui. À la date d'aujourd'hui, de façon concrète, qu'est-ce qui est fait? Ça, c'est le genre de questions pour lesquelles je vous renvoie toujours au ministère. L'intendance quotidienne des ministères, ce n'est pas ça que le porte-parole gère. Les diligences qui sont faites au niveau des ministères, jusqu'à ce qu'un projet arrive à maturité, a priori, ce n'est pas connu du porte-parole. C'est quand les dossiers sont mûrs et arrivent au niveau du gouvernement, comité interministériel, conseil des ministres, que je peux en saisir la quintessence, le niveau d'évolution et pouvoir en parler à mon aise. Mais actuellement, vous imaginez très bien qu'il y a plein de cadres au ministère du cadre de vie et des transports chargés du développement durable qui travaillent sur les questions de différents projets que nous avons à mener. Voilà, vous souffrirez donc d'attendre que ce soit à un niveau où je sois en capacité de vous en parler. Sinon, vous pouvez aller à ce ministère et demander où est-ce qu'ils en sont concrètement. Monsieur le porte-parole, mercredi dernier, le Conseil des ministres a adopté un décret portant attribution, composition et fonctionnement de la commission de réforme
aux infirmités incurables des personnels des forces armées. Quelle est l'idée derrière cette réforme? Et nous, on n'a pas encore le décret. Quelle est la mission de cette commission? Il arrive que certains agents des forces de défense et de sécurité subissent divers dommages, y compris corporels. Il faut que leur prise en charge s'organise de façon conséquente. Nous avions déjà pris d'autres textes, vous devez vous souvenir, par exemple pour assurer leurs arrières, les ayants droit, les enfants et tout ça. Donc ça, c'est un test complémentaire. Par exemple, si quelqu'un est blessé et ne peut plus servir de façon opérationnelle, quel est son sort? Qu'est-ce qui doit lui être versé? Quelle est la part du salaire qui doit lui être versée? Ou bien il doit subir des soins spécifiques. Comment s'organise la procédure pour sa prise en charge ou même son évacuation? Si nous continuons à faire des évacuations entre-temps, c'est un ensemble. Et ces différents tests visent à rassurer nos personnels des forces de défense et de sécurité de ce que tout ce qui incombe comme responsabilité à l'État via le gouvernement, le gouvernement s'emploie à les mettre en œuvre. Madoché? Oui. Encore 5 minutes. Ok, monsieur le porte-parole du gouvernement, à date, quel bilan faites-vous aujourd'hui de la lutte contre la cybercriminalité dans notre pays? La justice et l'OCRC pourront vous dire. Je n'ai pas les derniers chiffres depuis qu'on a évoqué les 1188 et il y a des procès qui se font presque tous les jours. Ça, au moins, on le suit sur les réseaux sociaux. Donc, en temps indiqué, on pourra revenir sur le bilan. Ce qu'il importe de retenir sur ce sujet-là, c'est de savoir que le gouvernement est décidé à garantir à nos populations la sécurité de leurs biens et leur propre sécurité. Parce que parfois, certains perdent leurs biens et vont jusqu'à perdre leur vie. Ou alors subissent des dommages irréversibles sur leur vie. Des gens qui font des AVC, qui laissent des séquelles incommensurables. Et d'autres qui vont jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que je dis que quand certains évoquent ce sujet, ils n'ont pas souvent la présence d'esprit de s'intéresser au sort des victimes. Si vous avez un parent, un ami, un proche qui a été victime, vous regardez autrement le phénomène. Vous n'admirez pas la réussite factice de ceux qui l'organisent au détriment de nos populations, au détriment des hommes, parce que ce soit des Béninois ou des étrangers, le crime, il reste le crime. Donc nous allons continuer à faire ce combat-là et sensibiliser aussi pour que les gens soient de mieux en mieux aguerris pour ne plus tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai échangé avec une dame qui me disait si on va arrêter tous les cybercriminels du Bénin, on risque de dévaliser la moitié du pays. Est-ce que de votre position, vous avez l'impression que le truc ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont ces observations. Je ne sais pas à quelle église elle va. Église ici générique. Hein. Je ne sais pas à quel culte elle est associée. C'est pour connaître autant de cybercriminels. Mais si elle en connaît autant, il faut lui dire que l'OCRC serait intéressé d'avoir quelques informations de sa part. Elle contribuerait ainsi à la salubrité publique. Et c'est bon pour elle-même, c'est bon pour nous tous, parce que si elle connaît qu'elle n'en parle pas, demain elle peut être victime de ça. Elle peut être victime. Et nous, on ne veut pas qu'elle soit victime. Donc, elle peut nous aider aussi, aider l'OCRC, aider le tribunal à connaître ces personnes comme elle et à faire les actions nécessaires. Oui, pour finir, hein, la Commission béninoise des droits de l'homme, le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour que cette commission fonctionne. Mais depuis fin décembre, on n'a pas toujours le rapport de la commission jusqu'à ce jour. Vous êtes au Bénin? Oui. Vraiment? Le rapport sur l'État. Vous êtes au Bénin? Oui. On n'a pas ce rapport. Ce rapport n'a pas été présenté à l'Assemblée. On se demande qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ce rapport soit disponible? C'est le travail du gouvernement, ça? Entre nous, vous évoquez la commission, vous dites l'Assemblée. Et qu'est-ce que le gouvernement a à faire pour que le rapport soit disponible? Est-ce que la commission vous a dit qu'elle manque de moyens? Que les moyens, que son budget a prévu, que le gouvernement doit lui verser, est-ce qu'elle vous a dit que le gouvernement n'a pas versé ça? Donc là, vous orientez votre question vers une autre cible. Et je suis convaincu que ce n'est pas le gouvernement qui est indiqué ici pour vous répondre. Si vous êtes sûr que la commission n'a pas fait son rapport, vous lui demandez. Ouais. Si c'est parce que le rapport n'a pas encore été présenté à l'Assemblée, vous demandez à l'Assemblée dont je n'ai pas l'ordre du jour, quand est-ce que ça va être programmé? Mais ce n'est pas au modeste porte-parole du gouvernement qu'il faut demander ça.
Monsieur le porte-parole du gouvernement, l'artiste Cobra a signé une œuvre qui a été inaugurée le mercredi dernier. On constate que tout au long du mur du port autonome de Cotonou, ce sont des graffitis qui sont effectués afin quand même de refléter des images, d'envoyer quand même des messages. Mais derrière tout ceci, quelle est véritablement l'ambition du gouvernement? L'ambition, c'est de rendre notre pays de plus en plus attractif, et la ville de Cotonou en particulier. N'en déplaise à ceux qui pensent que rien ne marche au Bénin. Moi, je vous revois, c'était parmi vous. Quand on a fait l'Amazone, oh, vous avez mis beaucoup d'argent. Monsieur Ngwedi, ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Et quand je vous donne des indications en tenant dans une fourchette, on dit non, il faut nous dire le montant précis. Et moi, je vous disais que ce qui importe là, ce sont les retombées. Mais aujourd'hui, qui ne voit pas que l'Amazone est devenue une attraction mondiale? Mais vraiment mondiale. Et des gens prennent l'avion pour venir dans notre pays parce qu'ils ont entendu parler de l'Amazone et ils viennent voir ça. Ils ne sont pas venus pour un séminaire, ils viennent en touriste. S'il vient rester 3 jours, une semaine, il prend un hôtel, il va prendre des émigrants, ou il va prendre un taxi, il va manger, il va acheter des souvenirs. Ce sont des devises qui sont injectées dans notre économie. Et le mur du port, qui a vocation à devenir effectivement le plus long mur au monde, couvert par des street artistes de leur génie, participe de cette volonté de rendre la ville de Cotonou de plus en plus attractive, d'en faire une destination majeure dans le monde. Et l'artiste Cobra, qui est venu ajouter sa signature à ce mur, il faut le dire ici, grâce à la médiation de la première dame et de sa fondation, c'est une signature non moins majeure dans le monde. Et ça aussi permet de dire aux gens, si Cobra est allé signer au Bénin, il faut qu'on aille voir, c'est parce que le pays est de plus en plus attractif. Donc la vocation de tout ça, la finalité, c'est que le pays bouge. Je vais vous donner un sujet, vous les journalistes. Rapprochez-vous des promoteurs des hôtels. Et ils vont vous dire que depuis 2 ans au moins, ils font le plein. Et leur chiffre d'affaires se sont accrus autant que celui des cimentiers pour les nombreux projets que le PAG. Rapprochez-vous d'eux, vous verrez bien. Ça, tout ça, c'est des effets de notre politique. Et ça n'est pas mauvais parce que ça enrichit l'économie, ça enrichit nos concitoyens. C'est une très bonne chose. Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous sommes à la fin de cet entretien, de cet échange. Vous allez peut-être dire un mot à l'endroit de ces internautes-là qui ont bien voulu suivre quand même cette séance d'échange avec les confrères. Je n'aurai qu'à les remercier pour leur attention. Merci à vous, Wilfried Ngwedi, chers confrères. Merci. Merci, Kader. Merci à vous, chers amis internautes. À très prochainement.